Merci d'être là, Frédéric Danhé, pour vous servir, journaliste spécialiste, question d'environnement, habitué de ce salon depuis des années. J'en suis à mon 5e débat depuis hier, où finalement, quel que soit le débat, tout tourne autour du carbone. Tout tourne autour de nos émissions, de nos externalités dans le commerce, le transport, la logistique, en particulier ce matin, le commerce en ligne. Le titre performance environnementale de la logistique, des transports et des déplacements. A priori, le commerce en ligne se fait en ligne. Le en ligne, c'est du data center. Les data centers, l'économie numérique, c'est 4% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que tous les avions réunis. Ça devrait être, d'après l'ADEME, 12% d'ici 2050, voire 13%. Ça fait beaucoup. On peut donc se dire que se faire livrer à domicile a un poids en carbone, a une empreinte écologique certaine, surtout depuis que le confinement a démultiplié nos achats en ligne et que toutes les grandes enseignes, toutes les grandes marques, dont 2 ici présentes, s'y sont mises. Qu'allais-je vous dire? Eh bien, c'est tout. Il fallait quand même y voir clair, parce qu'entre le doigt mouillé, les idées reçues et les fantasmes, je trouve plus mes mots, mais c'est pas grave, vous les mettrez à ma place. Donc l'ADEME a commandé une étude que nous allons voir avec Marc Cotigny, avec Sandrine Neveu, directrice RSE adjointe de la branche service courrier colis La Poste, et Charlotte Alix, responsable RSE de la Fnac Darty, donc 2 enseignes de 2 toutes petites PME françaises qui se présenteront. Marc Cotigny, ingénieur expert à l'ADEME, c'est à vous. On était ensemble hier pour causer empreinte carbone. On est avec vous pour cette étude qui sera publiée en avril, c'est ça? C'est ça, bonjour à tous, exactement. L'étude sera bientôt publiée et disponible sur notre espace librairie ADEME. Et donc, je vais vous présenter ici pour la première fois en public les principaux enseignements de ces travaux. Donc vous avez ici le titre exact de l'étude, impact environnementaux de la logistique, des transports et des déplacements des consommateurs. Étude qui a donc été financée par l'ADEME et le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, donc la partie CGDD. Alors, cette étude, donc, nous en avions pris la décision, nous avions décidé de la lancer en 2020, donc le temps d'élaborer les cahiers des charges, faire une consultation. Nous avons démarré les travaux en décembre 2021, et donc elle aura duré un an et demi pratiquement, au cours desquels nous avons travailler sur différents axes que je vais représenter et puis surtout collaborer avec les différents acteurs, avec des ateliers, des entretiens qui nous ont permis de valider les principaux éléments utiles à cette étude sur le plan qualitatif et quantitatif. Alors, sur cette diapo, j'ai rassemblé des éléments parmi les plus marquants à mon sens. C'est d'une part, comme on l'a dit, avec notamment le confinement, il y a eu un fort développement du commerce en ligne qui a atteint en 2021 une part de marché de l'ordre de 14% du commerce de détail. Ce sont les chiffres de la fédération FEVAD, Fédération de la vente à distance. Des enquêtes montrent que 80% des Français de 11 ans et plus font des achats en ligne. Dans cette statistique, ça englobe les achats en ligne de produits et de services. Et donc, on a environ, en faisant le calcul, une transaction par acheteur et par semaine. Sur cette base, on a voulu évaluer un ordre de grandeur de l'impact environnemental sur le périmètre de l'étude qui va depuis, pour intégrer le numérique dont parlait Frédéric, la commande passée sur son ordinateur ou son smartphone, de la commande à la livraison finale, à la destination finale d'ailleurs, je dirais, puisque la destination finale, ça peut être le domicile du consommateur, mais ça peut être aussi l'entrepôt dans lequel le colis renvoyé par le consommateur va être restocké.
Donc de la commande à la destination finale, en intégrant les emballages, donc le numérique, les sites logistiques, les magasins, puisqu'on compare aussi parfois à un achat en magasin, les transports par les prestataires de transport, mais aussi les déplacements des consommateurs, et vous allez le voir, il ne faut pas les oublier. Et donc sur cette base, alors les différents calculs montrent que souvent on est de l'ordre de 1 kg de CO2 par kilo, par colis. Ça paraît énorme. Alors, Non. ça peut être parfois pour des petits colis et des configurations très favorables, hein, plutôt 100 grammes. Et puis, pour d'autres cas, c'est beaucoup plus. Hein. Donc, ne le prenez pas comme un chiffre absolu et constant. Hein. L'idée ici, c'était de donner un ordre de grandeur pour savoir voilà, à combien on se situe. Et vous voyez, avec 1 milliard de colis, qui est une statistique aussi qui a été publiée, on serait de l'ordre de 1 million de tonnes de CO2 qui peut être rapporté par exemple en 2021, je crois qu'on était à 126 millions de tonnes de CO2 pour l'ensemble des transports hein, dans l'inventaire annuel du CITEPA. Bon, ça fait pas grand-chose en fait. Et donc ça ne fait pas tout, mais vous savez, on veut progresser sur tous les plans. Et les émissions totales de la France, c'est plus de 400 millions de tonnes de CO2. Donc voilà, on voulait resituer cet ordre de grandeur dans le contexte des émissions globales. Alors, quand on prend un petit peu de recul sur voilà, tout ce qu'on peut trouver dans la bibliographie, hein, la littérature est assez développée sur le sujet. On a analysé tout ça. On voit bien que le commerce en ligne a des points forts et des points faibles. Et que on ne peut pas donner, enfin c'est notre point de vue en tout cas, des conclusions trop tranchées et hâtives sur les bénéfices telle ou telle forme de commerce ou de telle ou telle solution de livraison. Par exemple, on ne peut pas dire que dans 100% des cas, le commerce en ligne soit plus favorable que le commerce en magasin et réciproquement. Lorsqu'on s'intéresse aux solutions de livraison, on voudrait toujours savoir est-ce qu'il est meilleur de se faire livrer à domicile ou d'aller retirer son colis dans un point de retrait. A priori, on pense à la deuxième solution, mutualisation. Voilà, le camion de livraison ne fait qu'un point de livraison. Mais il y a un mais, je suis sûr. Alors, je vais le montrer plus en détail de façon illustrée tout à l'heure. Là aussi, notre conclusion, c'est qu'il n'y a pas de verdict en faveur de l'un et l'autre de façon absolue. Et même pour la question aussi qui revient souvent des livraisons en J+1 par rapport à J+3 ou H+2 ou 3 ou 1 peut-être, c'est la même chose. On ne peut pas donner une conclusion trop générale là-dessus parce que vous allez voir que ces concepts se matérialisent dans des contextes différents pour des produits différents et donc on ne peut pas énoncer une vérité simplifiée et absolue sur ces différents cas. Alors vous allez mieux le comprendre avec les différents exemples, mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Donc déjà, si vous analysez, voilà, avant d'avoir lancé nous notre étude, c'est ce qu'on voit à travers ou en creux dans les publications qui sont disponibles et qu'on confirme nous avec des simulations. Alors, pour revenir sur la première phrase de ma diapo précédente, voilà, les points forts du commerce en ligne, c'est, à notre avis, l'absence de magasins, l'absence de déplacement des consommateurs et la mutualisation des trajets de livraison à domicile. Mais attention, ces points-là ne sont pas systématiques. Il y a des formes de livraison, de commerce en ligne qui reposent sur les magasins, hein, le drive, le click and collect. Donc là, dans cette configuration, il y a toujours un magasin, et le magasin est consommateur d'énergie et de surface, donc on en tient compte dans nos calculs. Et puis, dans un certain nombre de cas, avec le commerce en ligne, il y a quand même un déplacement des consommateurs. Bon, si c'est à pied ou en trottinette, ça va. Alors, c'est ça.
Donc on distinguera la façon, c'est ce qui complique des comparaisons trop hâtives. Il faut comparer il faut faire ces comparaisons en intégrant les modes de déplacement des consommateurs. Alors, sur la diapo suivante, je développe justement cette question-là avec les points faibles. Les points faibles, il y a... le premier que je vais citer, c'est les emballages. On a tendance parfois à ne pas l'inclure dans des études chiffrées. Or, les emballages, ça pose deux problèmes. Ça constitue une matière, un objet supplémentaire qui est fabriqué, en plus de celui que vous faites livrer, que vous commandez, l'unité de vente consommateur. Vous avez une matière supplémentaire qu'il faut fabriquer. Dans notre base carbone, devenue base empreinte, on dit qu'il y a 1,29 kg de CO2 par kilo de carton. Vous voyez, dès qu'il y a 100 grammes, 200 grammes de carton, ça va peser sur le résultat. Et puis sachant que c'est suremballé toujours, c'est un emballage dans un autre, voire dans un troisième. Voilà, et avec, dans la plupart des cas, une création de vide. Et donc, on va créer un volume supplémentaire à transporter qui va avoir un impact sur le calcul de la performance des transports. Du taux de chargement des véhicules, justement. Véhicules moins bien remplis. Donc c'est le point suivant. Le taux de chargement des véhicules est beaucoup plus faible, que ce soit sur les transports d'acheminement depuis l'entrepôt de stockage jusqu'à l'agence de livraison ou pour les tournées de livraison. Les taux de chargement des véhicules en tonnage sont inférieurs à ce qu'on rencontre notamment dans les transports de marchandises générales en amont des magasins de la grande distribution. Donc ça, il faut le savoir. Voilà. C'est un point faible, mais on va relativiser aussi quand vous allez voir les résultats détaillés sur l'impact de ces transports par les professionnels. Ensuite, il y a, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas systématique non plus, mais certaines commandes en ligne donnent lieu à des acheminements lointains. C'est-à-dire que l'entrepôt de stockage, de préparation des colis, il est situé à 1000 ou des milliers de kilomètres du destinataire final. Donc on aura du transport compte tenu des attentes des consommateurs du commerce en ligne qui sont d'un délai maximum de 3-4 jours en général. En tout cas, c'est ce qui est souvent intégré par les commerçants comme étant l'attente des consommateurs. Donc on aura un transport express associé à des distances importantes qui va avec comme je l'ai dit, soit des véhicules routiers avec des taux de chargement relativement faibles, ou alors du recours même à du transport aérien. Et donc ça, c'est un autre point faible. Et enfin, donc, pour lister la problématique des déplacements des consommateurs, on a dit différents motifs. Hein. On a parfois un déplacement en magasin pour aller tester, repérer les produits avant l'achat. Donc il faut l'intégrer dans le calcul. Mais non, ils ne font pas ça les consommateurs. Aucun de nous n'a jamais fait ça. Effectivement, donc c'est peut-être que dans 10% des cas, mais lorsque c'est le cas, ça pèse, rajoute au bilan. Ça pèse sur le résultat. Ensuite, on a des livraisons à domicile qui donnent lieu à des échecs pour X raisons. Quel pourcentage ? Alors, peut-être de l'ordre de 10%. Je pense que c'est l'ordre de grandeur que l'on a. Alors j'espère que c'est dans certains cas c'est sans doute plus faible, mais donc le fait est qu'on peut simuler une livraison domicile avec échec de livraison qui va donner lieu ensuite à un déplacement du consommateur, et donc là le résultat n'est pas du tout le même. Ensuite, parfois on choisit d'aller retirer son colis dans un point de retrait. Et on y va, donc on se déplace. À pied ou en voiture ? À pied, en voiture thermique, en voiture électrique, voilà, tout est possible. Et enfin, voilà, quand on choisit de retourner le produit commandé, ben là aussi, on peut être amené à se déplacer. Je vais faire réagir vos voisines, à moins que vous soyez à la fin. Alors non, je ne suis pas à la fin, mais je ne voudrais pas faire un monologue non plus. Je peux, puisque la diapo est présentée, donc revenir sur un petit peu l'ensemble des objectifs de l'étude. C'était de faire justement cet état des lieux général, basé sur la bibliographie, mais aussi sur des entretiens avec des acteurs et
et de permettre sur le plan qualitatif et quantitatif de savoir comment est organisé le commerce en ligne aujourd'hui en 2021 jusqu'à 2023. Donc développer un outil de calcul de simulation. Vous allez voir un exemple de l'utilisation de cet outil. Et puis ensuite, évoquer, développer avec les parties prenantes un recensement des leviers de progrès côté commerçant, côté consommateur et aussi côté politique publique. On verra ça dans une deuxième partie. Merci. Charlotte Alexandrine Neveu, vous souscrivez à ces résultats, vous avez participé à cette étude. Prenez chacune un micro. Qui va parler en premier? Allez. Okay. Oui, effectivement, la Poste a participé à cette étude avec Marc Cotigny et l'ADEME et le ministère. Le but du jeu pour nous, c'est de mettre à disposition toutes les données que nous avons dans notre process de fabrication du transport et donc du coup de participer à cette étude et de mettre le bien commun, en tous les cas de mettre nos données au bien commun. Vous avez tiqué tout à l'heure quand Marc a évoqué les 10% de livraison inabouties. Effectivement, en moyenne, peut-être qu'on est aux 10%. Il se trouve qu'il y a quelques opérateurs qui sont un peu meilleurs sur le marché. Donc effectivement, c'est notre cas. Forcément vous. Pas forcément nous, mais nous, dans nos chiffres, on est meilleurs, effectivement. C'est-à-dire vous êtes à combien ? En fait, alors ça va dépendre du type de colis que vous comparez, mais si on est sur du colis sans signature avec de la livraison en boîte aux lettres, on va tourner autour des 98% même de réussite de première présentation. Donc aujourd'hui, on a 75% des Français qui disposent d'une boîte aux lettres normalisée. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à vous fournir une boîte aux lettres normalisée. Donc ça permet à votre facteur de remettre votre colis dans la boîte aux lettres directement et donc du coup de réussir la livraison au premier coup. Et puis sur la livraison domicile avec signature, on a effectivement un taux d'échec un peu plus fort puisque vous n'êtes pas toujours à la maison malgré le télétravail. Et donc dans ces cas-là, on fait une deuxième présentation où on met votre colis en instance et vous irez le chercher au bureau de poste. Et vous avez mis en place, un score écologique. Alors effectivement, la Poste, en tant qu'acteur engagé et engageant, on a mis en place un score écologique à destination des consommateurs. Notre objectif pour nous, c'était de construire un outil pédagogique qui permettent aux consommateurs de comprendre les impacts environnementaux de l'envoi ou de la réception d'un colis. Alors, il y a une petite vidéo, je ne sais pas si vous avez le temps de la passer, merci. Et en fait, le but du jeu, c'est de regarder comment, dans un parcours client d'un consommateur, quand j'envoie ou quand je reçois un colis, quels sont les gestes, quelles sont les pratiques que je peux réaliser et du coup, quels sont les impacts de ces pratiques que je peux faire. Donc, grosso modo, c'est quand vous recevez un colis, comment vous allez le recevoir? Est-ce que vous avez une boîte aux lettres normalisée ou pas? Est-ce que vous avez vous allez vous déplacer au point de retrait ou pas? Quand vous envoyez un colis, on va vous poser des questions sur le type d'emballage que vous allez utiliser, comment vous allez le remplir, est-ce que vous allez mettre du vide ou pas dans votre emballage, comment vous allez vous déplacer pour le déposer, sachant qu'on a des modalités d'expédition en boîte aux lettres. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de faire comprendre au client, avec quelques gestes pédagogiques, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui aussi participer à la réduction des impacts, et pas que carbone, pour le coup. Pollution de l'air et matière et circularité, parce que comme le disait Marc, l'emballage a une empreinte importante dans carbone, mais aussi matière. Et finalement, c'est aussi notre rôle de travailler sur l'enjeu matière, comment en fait accompagner l'écosystème à réduire l'impact. Et c'est des données objectives ou c'est une évaluation, c'est une modélisation? Alors, c'est une modélisation sur nos propres données de production qui sont basées sur une analyse de cycle de vie que nous avons réalisée donc, du coup, sur nos données de production. Donc, ce sont nos réels kilomètres parcourus, nos réels taux de remplissage. Donc, on a calculé les émissions de CO2, on a calculé les émissions de pollution atmosphérique, on a calculé les empreintes de nos emballages pour du coup construire cette modélisation. Et ensuite, ce qu'on a choisi de faire, c'était un choix à l'époque pour être sur quelque chose de pédagogique et de compréhensible pour le client, c'est d'être sur un choix de score allant de A à E, sachant que le pire des scénarios a une note E, le meilleur des scénarios a une note A, et l'objectif pour vous, c'est de comprendre qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le scénario que j'utilise, et donc du coup construire en fait la bonne démarche pour réduire mon impact environnemental. Et est-ce que ça a un impact justement sur le choix de vos clients? Alors aujourd'hui,
voilà, on a du mal à mesurer effectivement comment ça peut influer le choix du consommateur. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a quand même plus de 600 000 visites sur notre site, donc ça prouve que ça intéresse. Et puis on a des questions de plus en plus précises de nos consommateurs, donc du coup on voit que finalement cette question-là et la compréhension et en tout cas le changement de perception Quel genre de questions justement? Finalement sur ce que vous disiez tout à l'heure sur est-ce qu'il vaut mieux que je me fasse livrer hors domicile ou est-ce qu'il vaut mieux que je me fasse livrer à domicile? Et nous on répond ça dépend, alors ça dépasse pas mais ça dépend, et c'est de lui dire si vous y allez à pied ensuite chercher votre colis, mais aucun souci. Par contre quand vous y allez en voiture pour faire, donc on a fait une mesure pour le compte du coup à fournir à l'ADEME, on a mesuré avec le cabinet CSA comment les foyers français se déplacent pour aller chercher un colis quand ils vont chercher un colis hors domicile. Faites-nous peur. 75% des Français se déplacent spécifiquement pour aller chercher leur colis. Et dans les gens qui se déplacent spécifiquement pour aller chercher leur colis, 50% prennent une voiture thermique pour faire 3 km, et là, donc tout 6 s'effondre. km. Vous faites des efforts en amont, des bons emballages et boum, le consommateur prend sa voiture. Voilà, et quand le consommateur prend sa voiture pour faire 6 km, c'est 1,5 kg de CO2. Quand nous on fait à peu près 400 grammes. Donc ce que je dis là est juste pas totalement, il faut prendre la réalité du territoire. Et donc quand on est très urbain, on va plutôt y aller à pied. Et quand on est très rural, on va plutôt y aller en voiture. Et donc du coup, tout ça, c'est pour ça qu'avec l'ADEME, on arrive à des conclusions qui disent ça dépend du cas de figure. Parce qu'il y a des cas où effectivement le hors domicile aura un impact environnemental meilleur si le client se déplace à pied. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, nous, on déploie les vélos cargo, donc la livraison domicile en urbain aura plus d'impact environnemental. Enfin, en tous les cas, pas autant qu'un véhicule thermique, puisque c'est un vélo cargo électrique, donc il y a de l'électricité. Et qu'est-ce que je voulais dire par là ? Et donc, du coup, effectivement, la perception que le client a de se dire finalement le hors domicile est moins impactant que le domicile dépend de sa manière de se déplacer et de la manière dont il va recevoir son colis. Et c'est très lié à sa situation géographique. Charlotte Alix, c'est un peu difficile du coup pour vous, enseigne. Encore une fois, quoi que vous fassiez comme effort, tout va dépendre du client qui devrait se comporter comme un bon client, mais il ne peut pas, voire il ne veut pas. C'est un peu toute la difficulté, et en fait je rejoins à la fois les conclusions de l'ADEME ou celles finalement de Sandrine, c'est que sur ce sujet-là, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Et les conclusions de Sandrine sur les déplacements des clients, par exemple, ils ne sont pas du tout les mêmes chez nous. On a les mêmes études et qui montrent qu'il n'y a que 30% chez nous de nos clients qui se déplacent spécifiquement pour aller chercher leur colis. Et parmi ces 30%... Parce que vos clients sont plus urbains ? Probablement. Probablement. Et quand ils se déplacent exprès chercher le colis, la plupart du temps, ils sont en ville et ils vont à pied. Et donc, en fait, on n'a pas du tout, nous, les mêmes résultats sur le déplacement du client, qui n'est pas du tout aussi impactant, nous, et probablement que c'est aussi lié aux produits qu'on vend, et que les comportements des clients diffèrent en fonction de l'achat qu'ils font en ligne, selon s'ils achètent du textile, de la nourriture, ou des biens électroménagers, produits techniques, etc., ou produits éditoriaux. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas de conclusion facile en fait sur ce sujet-là, et qu'effectivement ça dépend comment le client comment il va se déplacer, est-ce qu'il va mutualiser ses trajets, et nous on se rend compte quand même que, y compris quand on n'est pas en ville, étant donné en plus, et encore plus aujourd'hui avec la hausse du prix de l'essence, les gens ne se déplacent quand même pas pour aller spécifiquement chercher le colis. Je prends mon exemple, mais c'est vrai qu'à la campagne, personne ne se déplace spécifiquement faire 15 km en voiture pour aller chercher un colis. On attend d'avoir une course à faire, un rendez-vous chez le médecin, etc. Donc, si vous étiez venu pour savoir ce qui est meilleur, c'est un peu compliqué de pouvoir répondre, ça dépend. Vous aussi, vous informez les clients sur une forme de bilan, d'empreinte. Alors, c'est du doigt mouillé encore, c'est de l'évaluation ? Non, c'est pas du doigt mouillé. Là aussi, on a travaillé sur nos données internes, donc sur les colis expédiés, sur les bilans carbone que nous fournissent nos différents prestataires de transport. Et ça nous permet d'allouer un bilan carbone à chaque livraison et à chaque service de livraison. Et nous, le choix qu'on a fait, c'était de l'afficher non pas en lettres, mais en nombre, donc en kilogrammes de CO2, par kilogramme de colis, parce qu'on avait aussi la difficulté qu'on ne donne pas des colis du même poids à tous les transporteurs, donc on a voulu objectiver
finalement cette donnée en le rapportant au kilogramme de colis. C'est un parti pris, c'est pas parfait, mais on a fait ce parti pris-là. Enfin, c'est écrit en tout petit quand même. Hein. Alors c'est écrit en petit, mais il y a beaucoup d'autres informations. Hein. Il y a le prix, il y a le délai, il y a... mais ça gagnerait à être plus gros justement pour améliorer votre message. Je le dirai au service de l'expérience client. Et donc oui, effectivement, désormais sur Fnac.com ou Darty.com, quand on a le choix au moment de choisir son mode de livraison, on affiche les émissions de CO2 par kilogramme de colis. Et on renvoie, on a créé alors j'ai pas une belle vidéo comme celle de Sandrine sur notre projet de livraison éclairée, c'est comme ça qu'on l'a appelé, mais effectivement on explique toute la méthodologie derrière qui est ce qu'elle est, hein, avec c'est des moyennes, on divise un bilan CO2 par un nombre de colis et ça nous donne une moyenne. Donc là encore, cette moyenne effectivement qu'on passe la commande depuis Paris ou depuis la province, c'est une moyenne, donc c'est pas parfait. Et on peut pas, je parle à vous deux, on peut pas implémenter votre outil justement avec la connaissance de l'adresse du client. Et là, vous pouvez imaginer si elle va potentiellement utiliser plus sa voiture que ses jambes pour aller chercher son colis. Même ici, c'est compliqué de savoir comment le client va se déplacer. C'est compliqué avec un concurrent de Fnac. Nous allons tester quelque chose. On va essayer de faire travailler des choses. avec un concurrent, là, comment c'est possible? C'est nos clients, hein, donc on travaille avec différents clients. Mais dans ces jeux-là, en fait, c'est vraiment l'intérêt de coopérer, d'essayer de tester des choses, de voir ce qui peut marcher. Là, c'est vrai qu'on en a discuté avec Charlotte. Le fait de multiplier par le poids de la marchandise transportée, finalement, ce serait pas forcément une bonne chose. On vient de le découvrir avec notre analyse de cycle de vie. Hein. Le poids carbone d'un colis n'est pas linéaire au poids de la marchandise transportée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un problème de volume. Hein, finalement, quel que soit le poids de votre colis, c'est surtout la taille que vous allez prendre dans le camion. Et notre objectif à nous, c'est de remplir le maximum de colis dans un camion. Donc plus votre colis est gros, proportionnellement, il peut être lourd, sauf si vous faites des couettes dodo. Mais du coup, finalement, donc c'est de regarder ça. Donc on teste des choses, on essaye de trouver les bonnes manières de communiquer. C'est ce qu'on va faire tous ensemble avec l'AFNOR, le ministère, la DTM et un certain nombre de e-commerçants. C'est essayer de trouver tous ensemble la meilleure manière de communiquer aux clients, des choses qui soient compréhensibles, sans quitter la rigueur scientifique, mais essayer de trouver finalement le juste milieu entre de la rigueur scientifique, de la réalité des choses, et finalement ce qui est compréhensible et ce sur quoi je peux comprendre pour agir, en fait. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Marc, la suite. Merci, volontiers. Faut prendre la zapette. Alors. Donc, je venais de vous présenter l'ensemble des livrables, des objectifs de l'étude. Et donc, le premier, c'est l'état des lieux opérationnel de la réalisation concrète des livraisons du commerce en ligne à actualisé, hein, puisqu'on avait déjà fait ce genre d'études précédemment. Donc là, on est arrivé tout d'abord à recenser toutes les variantes possibles de scénarios de livraison qui peuvent exister. Alors dans le rapport, donc, vous en trouverez plus d'une trentaine. Donc ça, c'est un peu le scénario numéro 1, le scénario basique qui présente une commande qui donne lieu à un ordre de préparation dans un entrepôt de stockage et puis une expédition, un acheminement jusqu'à une agence de livraison, et puis les deux solutions soit de livraison à domicile par une tournée ou par une tournée d'alimentation, de points de retrait, et donc d'un déplacement du consommateur vers ce point de retrait. Donc ça, c'est un peu le schéma le plus simple. Et puis donc il y en a beaucoup d'autres qui représentent les alternatives. Ce qu'on nous a dit aussi, c'est que justement ces scénarios, donc, qui sont très nombreux, qui dépendent parfois de la typologie des produits, sont encore amenés dans les années à venir sans doute à évoluer. Hein. Donc c'est très foisonnant et évolutif.
Alors sur cette base, on a cherché aussi à connaître les caractéristiques quantitatives. Quelles sont les distances parcourues entre l'entrepôt de stockage et l'agence de livraison? Quelles sont les distances qui seront parcourues voilà, sur chaque segment? Quelles sont les quantités d'emballage qui seront utilisées dans l'entrepôt de préparation, etc. Donc toutes ces données quantitatives nous ont servi à élaborer cet outil de calcul qu'on a appelé ESSEL pour empreinte commerce en ligne, qui comptabilise non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des polluants et d'autres indicateurs d'impact. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, bon, on a essayé de couvrir des étapes complémentaires, mais on ne remonte pas ici à la sortie de l'usine de fabrication du produit. On commence à l'entrepôt où est stocké le produit qui va être préparé suite à la commande en ligne. Alors, donc l'intérêt de ce calcul, donc, qui est développé sous Excel pour l'instant, c'est de pouvoir paramétrer précisément chacune des étapes et d'utiliser à la fois des valeurs par défaut et de pouvoir les modifier si besoin en fonction des connaissances qu'on peut avoir, parce que finalement, donc ça fait appel à un grand nombre de données et parfois certaines qui seront plus des hypothèses que des valeurs réelles. Mais c'est très intéressant, et donc ce que je voulais vous présenter, c'est justement une illustration d'un cas d'étude. Il s'agit ici du cas d'une paire de chaussures qui a priori, c'est pas la Fnac ou Darty, ça. Ça peut être la Poste, oui. Pour la livraison. Donc, on a pris pour un même cas théorique d'une paire de chaussures, avec l'outil de calcul, on a fait la simulation de 14 scénarios différents. Vous voyez les cas 1 à 6 représentent une livraison à domicile, les cas 7 à 10 une livraison en point de retrait, et les cas 11 à 14 un achat en magasin. Donc on a un peu toute la palette des cas de figure. Achat en magasin, c'est pire que se faire livrer un truc par avion. Alors, justement, on le voit, il y a 4 résultats pour l'achat en magasin. Alors, si vous voulez qu'on commence par celui-là, donc dans l'achat en magasin, dans notre hypothèse méthodologique de comptabilisation, on n'a pas ici représenté l'amont du magasin. Donc l'approvisionnement du magasin ne figure pas. Il ne figure que 2 impacts qui sont, vous voyez en jaune, la consommation d'énergie traduite en émissions de gaz à effet de serre, puisque là, l'échelle, ce sont des grammes de CO2. Donc la consommation d'énergie au niveau du magasin pour le chauffage et l'éclairage. Et puis, ce qui est représenté en vert, c'est les déplacements du consommateur pour aller et venir et aller en magasin et rentrer chez soi, sachant que l'hypothèse qui est impactante ici, c'est une distance de 10 km aller, 10 km retour. Donc le cas numéro 11, c'est une voiture thermique, donc qui fait 20 km. Dans le cas numéro 12, on a pris l'hypothèse d'un déplacement semi-dédié, donc dédié à 50%, c'est-à-dire que sur la zone du magasin, donc le déplacement est toujours de 20 km aller-retour, mais on fait l'hypothèse qu'il y a eu par exemple un déplacement pour acheter autre chose, et donc on a divisé par 2 l'affectation des émissions à cet achat. Dans le cas numéro 13, on est sur un déplacement dédié, mais avec des transports en commun. Et dans le cas numéro 14, on est sur un déplacement en mode doux, en marche. Donc ça ferait une longue marche, 20 km, ou à vélo. Et puis, pour aller acheter un frigo quand même.
Donc là, c'est une paire de chaussures. Ça tombe bien. On pourrait dire aussi que ça représente finalement le cas où le magasin en question serait à proximité et on irait à pied et ça donnerait la même simulation. En tout cas, c'est assez contre-intuitif finalement l'aérien. Vous allez me dire que voilà, il est quand même élevé, mais finalement pas tant que ça par rapport à Alors effectivement, dans le cas numéro 6, on a fait figurer, donc c'est la partie en vert foncé qui se distingue des autres cas de 1 à 6 par le fait qu'on a remplacé du transport routier pour l'acheminement depuis l'entrepôt de stockage jusqu'à l'agence de livraison par un transport aérien. Ici, l'hypothèse qui a été prise, c'est 800 km de transport aérien. Je précise qu'on n'a pas compté, ce qui est parfois le cas dans les outils de calcul, les émissions des traînées de condensation. Donc c'est simplement 800 km de transport aérien. Donc on pourrait avoir beaucoup plus. Donc comme on a le cas du textile qui est parfois sur certains sites approvisionné directement depuis l'Asie par avion. Donc voilà, ce sont des hypothèses qui ne veulent pas ici représenter un achat, une moyenne de l'achat d'une paire de chaussures, mais qui montrent qui veulent illustrer cette sensibilité des résultats au cas précis que l'on cherche à évaluer. Et donc je peux en commander un petit peu d'autres. Vous avez en jaune, ça représente les emballages. Et le suremballage grève largement le bilan. Voilà, donc on suppose que la paire de chaussures est suremballée, protégée pour son transport, suremballée dans un emballage carton. Donc c'est ce qui représente l'impact ici. Cas numéro 1. Alors, en fait, le cas numéro 1 représente un suremballage en carton. Et dans les autres cas, 3 à 10, on a pris un suremballage plastique, donc qui est moins impactant et qui n'engendre pas un volume supplémentaire. Mais vous voyez que ça a quand même un impact. Et seul le cas numéro 2 est un cas sans suremballage. Ouais, c'est le plus favorable. Sandrine Neveu, Charlotte Alix, ça vous évoque quoi? Vous êtes surprise? Non, pas du tout. Et là encore, par exemple, nous, on ne peut pas appliquer cette moyenne-là à nous, notre activité. Vous par vendez exemple, pas de chaussures, de toute façon. Alors déjà, et la livraison en point de retrait, par exemple, chez nous, très souvent, il n'y a pas de suremballage. Il n'y a pas de suremballage parce que, étant donné notre modèle omnicanal où on va livrer en magasin, les colis vont transiter la plupart du temps par des navettes de réapprovisionnement du magasin. Donc dans ces cas-là, on n'a absolument pas besoin de l'emballer et donc on enlève toute la partie jaune là, sur ces cas 7 à 10. Donc encore une fois, ça dépend de l'organisation de chaque e-commerçant, de chaque transporteur, etc. Mais on peut aussi avoir des résultats très différents, y compris quand on modélise, si on disait que c'était peut-être un livre, par exemple. Sandrine Neveu. Oui, effectivement, ça ne nous surprend pas. Nous, aujourd'hui, on travaille sur 2 sujets avec nos clients. C'est comment optimiser toujours le remplissage de nos camions. Donc, on a énormément réduit les kilomètres parcourus depuis qu'on est passé en vrac rangé sur notre acheminement. Alors, qu'est-ce que c'est que le vrac rangé? Avant, vous aviez l'habitude d'avoir des camions avec des conteneurs à roulettes. Donc, c'est très pratique pour les opérationnels parce qu'on sort plus facilement, on décharge plus facilement un camion. Mais là, on met à peu près 1300 colis dans un camion. Et nous, notre enjeu, c'est d'augmenter le nombre de colis que je mets dans un camion. Et donc, en passant en vrac rangé, donc une forme de Tetris, je range les colis à l'intérieur de mon camion. Et en fait, là, on va pouvoir basculer entre 3500 et 4000 colis dans un camion. Donc ça veut dire qu'on va réduire le nombre de camions qui circulent. On va en gros chasser le vide autour des colis. Et notre enjeu demain de travailler avec les clients comme la FNAC, encore que vous n'avez pas beaucoup de vide dans vos colis, mais le but du jeu pour nous, c'est de travailler sur le vide à l'intérieur des colis pour pouvoir toujours mettre plus de colis dans un camion, plus de colis dans un avion quand on fait de l'international pour nous. Et donc, plus je mets de colis dans un camion, plus j'optimise finalement chaque kilomètre parcouru, chaque consommation de carburant réalisée pour plus de colis. Et donc, je vais réduire l'impact. Et puis, notre deuxième enjeu, c'est effectivement de travailler sur l'emballage réutilisable. Comment faire pour baisser la pression de l'usage des ressources en raison des emballages. Et donc, on travaille avec des fabricants d'emballages réutilisables pour trouver les bonnes solutions techniques, opérationnelles qui permettent de conserver la marchandise. Parce que le but du jeu, c'est que la marchandise arrive
entière au but, hein, parce que là, l'empreinte carbone d'une marchandise cassée, c'est encore pire. Donc là, le but du jeu, c'est de travailler avec l'écosystème, développer, industrialiser les emballages réutilisables pour réduire la pression liée aux ressources et donc les impacts. Donc réduction du vide, emballage réutilisable. En tout cas, la marque, je suis au comble du désespoir. Moi, je suis un bobo urbain. Je vais tout acheter en magasin. Je n'achète quasiment rien en ligne. Ou je me fais livrer à la FNAC, voilà, au bout, à Châtelet-Léal. Finalement, je me ferais livrer à domicile alors que je travaille chez moi. Ce serait plus favorable. C'est complètement contre-intuitif. De la même façon, il m'arrive d'aller en point retrait pour aller chercher les chaussures que vont acheter mes enfants, mes ados, sur des sites particuliers. Et en fait, Mais vous y allez à pied, bien sûr. moi, j'y vais à pied, oui. Mais dans tous les cas, c'est la livraison à domicile qui est la plus favorable, finalement. Si je résume à très gros traits, presque dans tous les cas. Hein. Non. Marc, prenez le micro. Et après, je passe la parole à la salle, mesdames, messieurs. Encore une fois, la pédagogie de cette diapo, c'est de montrer la sensibilité J'entends bien. des résultats. Et donc, il faudrait avoir accès à toutes les informations qui caractérisent les cas que vous voulez comparer pour être certain que la conclusion est la même que celle-là. Donc là, on a pris des hypothèses particulières pour arriver à ces résultats. Ça n'en fait quand pas... même, les tendances sont quand même là. Mais les tendances dépendent beaucoup des hypothèses qu'on a prises pour l'outil. Donc, par exemple, je sais pas, on a pris 400 km entre l'entrepôt de stockage et l'agence de livraison. Donc, ça peut être très différent. Il peut y avoir plus d'étapes, il peut y avoir des dépenses supérieures ou des distances inférieures, des taux de chargement par véhicule qui sont meilleurs ou moins bons. Donc voilà, le message, c'est ça, on voit bien qu'il y a, et j'y reviens ensuite sur les diapos suivants d'ailleurs, les points importants que l'on fait ressortir ici, c'est qu'on ne doit pas négliger les déplacements des consommateurs, les emballages et les transports express sur de longues distances. Ce sont les 3 points qui semblent là très solides. Ensuite, le reste, c'est dépendant des hypothèses et des données précises qui caractérisent les cas qu'on veut comparer. Alors, je ne suis pas tout à fait vertueux. Hein. Je me suis commandé l'autre jour un sac photo qui n'est plus fabriqué qu'aux États-Unis. On a donc livré par avion. Pour moi, c'était extrêmement suremballé. Puis ça m'a coûté autant en taxes et en TVA et autres. Donc, en fait, c'est une catastrophe. Je suis absolument nul en logistique et j'ai honte. Mesdames, messieurs, non, c'est pas vrai. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce qui vient de vous être présenté? Monsieur, le micro arrive. Bonjour, je vous demanderai juste de vous présenter. Oui, bonjour. Mettez bien le micro sur le menton, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Arnaud Flatresse. Je travaille pour un cabinet de conseil qui s'appelle Horizons. J'ai une question par rapport à l'aspect coût versus empreinte CO2. Et alors, c'est peut-être quelque chose que vous abordez en détail dans l'étude, mais est-ce que réduire son empreinte va plutôt dans le sens d'une réduction des coûts, ou au contraire, est-ce que ça fait augmenter les coûts d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a des mécanismes antagonistes qui s'imbriquent sur ça? Voilà une question intéressante. Mesdames, monsieur. Et bon, apparemment, c'est pour vous. Oui, en tout cas, dans l'étude, on n'aborde pas l'aspect coût. Bon, on sait que, je parlais des sites qui vendent du textile depuis la Chine, c'est justement plutôt des articles à bas coût. Donc, il bénéficie, au contraire, il bénéficie potentiellement d'une convention postale universelle qui est favorable pour des questions un peu historiques de facilitation de l'accès au marché mondial. Donc, au contraire, non, l'aspect, le lien entre la hiérarchie du CO2 et des coûts n'est pas assuré. Oui. Sandrine Neveu. Juste compléter, aujourd'hui, décarboner nos transports et décarboner notre livraison a un coût. Oui. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, la situation de demain nous coûte. Effectivement, on investit. Mais faites payer le consommateur. Aujourd'hui, non. Voilà. Donc c'est 600 millions d'euros d'investissement côté transport de notre côté pour en fait aller vers des camions à énergie bas carbone. Et c'est 200 millions d'euros pour électrifier notre flotte et basculer en vélo cargo, donc cyclo-logistique sur l'urbain. Voilà.
Autre question, autre remarque? Mesdames, messieurs. Oui, madame. Et ensuite, monsieur. Bonjour. Bonjour, Victoire Ambeza de chez Inuc, qui est une organisation qui accompagne les entreprises dans leur transition bas carbone, et notamment certains acteurs du e-commerce. Et j'avais une question concernant les données sur lesquelles étaient basées les hypothèses des déplacements des consommateurs. Et la deuxième question, c'était la forme qu'allait prendre cet outil concrètement pour pouvoir accompagner les acteurs du e-commerce à estimer l'empreinte carbone de leurs différents modes de livraison. Merci. Passez le micro à votre voisin pour ensuite. Marc? Alors, dans l'outil, donc, on a représenté les déplacements des consommateurs en distinguant les différentes solutions de véhicules. Et on a repris pour la plupart les valeurs qui sont dans la base carbone, devenue la base empreinte de l'ADEME. En principe, on tient compte du fait que ce soit un trajet en milieu urbain plutôt qu'une moyenne en trajet mixte. Et donc voilà, on a une valeur actualisée qui correspond aux performances moyennes des véhicules. On peut venir aussi la modifier, hein. Donc l'outil, il est sous format Excel. Il avait pour vocation première de nous aider dans cette étude à faire ce genre de simulation et donc à se représenter concrètement ces résultats et ces évaluations de scénarios. On a prévu dans la foulée de la livraison de la version finale de l'outil, de la mettre à disposition des acteurs qui nous en feront la demande, d'une part, et d'autre part, d'étudier la possibilité de le transformer en outil web qui serait plus convivial et un peu à l'image d'un autre outil qui a déjà été développé par une start-up d'État qui s'appelle Ecobalise, avec un Y, et qui est assez représentatif d'outils en ligne en libre accès et qui permettent de modifier différents paramètres pour obtenir facilement des évaluations environnementales. Vous connaissez, Charlotte Alix, cet outil? Oui. Après, nous, le parti pris, ça a été justement de ne pas intégrer le déplacement du client dans notre information à destination des clients sur le site. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, c'est qu'on ne sait pas comment le client va se déplacer. Pour autant, nous, on s'appuie sur un autre outil développé aussi par un acteur de l'ADEME qui s'appelle Datagir. C'est Mon Impact Transport qui permet justement d'aller regarder si je me déplace en voiture versus en vélo, à pied, etc. Quels sont les différents impacts. On a plutôt fait, nous, ce choix d'aller sur de la sensibilisation et de dire voilà l'impact carbone moyen de votre colis d'un point de vue transport, logistique, l'expédition du colis. Mais n'oubliez pas que votre déplacement a aussi un impact. Et si vous voulez justement en savoir plus, allez sur cet éco-calculateur. Et puis après, délivrer tout un tas de conseils dans l'ensemble du tunnel d'achat pour dire si vous choisissez le point retrait, évidemment, essayez de vous déplacer avec des modes de transport bas carbone ou attendez de mutualiser ce trajet avec d'autres choses, en fait, d'attendre d'avoir quelque chose à faire dans le quartier pour aller chercher votre colis. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Frédéric Dutel, je dirige un cabinet de conseil en transport logistique. Madame Neveu, vous répondez à la question de monsieur quand il vous dit il faut répercuter au consommateur, vous dites non. Alors Moi, je ne dis pas non, je dis juste qu'aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Voilà, ma question c'est du coup, comment vous faites pour calculer votre ROI, votre retour sur investissement? Comment ça marche? Alors je ne répondrai pas à cette question ici. Non, mais c'est intéressant. Bah oui, on est en plein. En fait, je ne peux pas y répondre parce qu'en fait, on travaille aujourd'hui effectivement à calculer ce coût de la décarbonation et comment finalement le modéliser dans nos coûts de demain. En tout cas, c'est des décisions stratégiques de la Poste de toute façon de décarboner. Et pour l'instant, voilà, on est en train de travailler sur ce que nous coûte cette décarbonation versus ce que nous coûterait de ne pas décarboner. Enfin, il y a aussi l'enjeu finalement du coût de carbone de demain. Si nous devions payer finalement notre héritage à la planète, combien ça nous coûterait? Bon, ça doit coûter à ceux qui consomment aussi. Oui, on verra.
Mais est-ce que c'est pas l'aboutissement logique? Je repose la question. Voilà, tel emballage, tel mode de livraison, c'est autant de carbone. Notre moyenne, elle est celle-ci. Si vous êtes au-dessus de la moyenne, vous paierez plus. Alors je sais que dans le transport doit coûter de moins en moins cher, Ouais, doit alors après, quasiment c'est- être gratuit, mais Bon. c'est un peu contre-intuitif aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut pas en arriver à ça? Écoute, je ne sais pas s'il faut arriver à ça. En tous les cas, aujourd'hui, notre relation, elle est aussi liée avec notre relation avec le client qui paye. Aujourd'hui, pour nous, c'est le e-commerçant. Donc, c'est avec eux qu'on travaille finalement la tarification. Et ensuite, pour la tarification liée au consommateur, hein, si vous allez acheter un Colissimo dans un bureau de poste, vous saurez sans doute que le tarif du service universel est géré avec l'ARCEP et que nous ne sommes pas maîtres de nos augmentations de tarifs. Est-ce qu'il ne faut pas en finir avec la livraison gratuite, Madame Alix? Je ne peux pas non plus répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut tout à fait imaginer des nouveaux modèles où on demande une participation. C'est des études qu'on a faites pour savoir si les gens étaient prêts à payer plus cher pour des livraisons plus vertes, entre guillemets. On voit qu'il y a une appétence, que les gens seraient pour, finalement, soit compenser, soit participer finalement à cette transition. Donc ça fait partie des choses qu'on ne s'interdit pas à l'avenir. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, mais effectivement, c'est une piste. Déjà payer le juste prix du transport. Oui, une question. Bonjour madame. Oui, bonjour. Céline Guillois du bureau d'études Logicité. J'étais juste intriguée donc sur le graphe. Ce qui m'a interrogée, c'était que la part du dernier kilomètre pour une livraison en point de retrait et à domicile était à peu près, était vraiment très proche. Et ce qui m'interrogeait, du coup, c'était de savoir si la congestion routière générée par les stationnements en double fil des véhicules de livraison pendant une livraison à domicile était considérée dans vos calculs d'émissions. Marc. Alors, Là, c'est un donc, niveau de précision. D'une part, effectivement, dans le graphique, les résultats sont un petit peu écrasés. Donc je pourrais les faire apparaître mieux. Ils sont un peu écrasés vu l'échelle et le format. En fait, si on avait la possibilité, on ferait apparaître mieux la différence entre chaque... entre l'étape livraison, l'étape dernier acheminement, transport d'acheminement. Ces résultats sont un peu écrasés vu l'échelle qui est choisie ici. Donc, alors votre exemple me parle parce que justement en venant ici, enfin depuis chez moi l'autre matin, notre bus a été arrêté 1 minute par une camionnette de livraison qui s'était mise sur les zébras devant, donc empêchant le bus de passer. Donc il est allé en courant sonner de l'autre côté de la route et puis il est revenu et donc ensuite il est parti et le bus a pu repartir. Donc c'est un exemple qui me fait penser à ce que vous dites. Donc ça irait dans potentiellement le paramétrage du calcul qu'on pourrait affiner. Là, on applique des valeurs un peu standards de vitesse moyenne des véhicules et avec notre modèle basé sur HBEFA, ça nous calcule une consommation moyenne et des émissions de polluants liées à la vitesse moyenne qu'on a retenue. Donc ensuite, on peut venir effectivement affiner la façon dont le calcul se déroule en jouant là-dessus. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose, la mise en place des ZFE, c'était mon débat de tout à l'heure, ça va avoir un impact sur le mode de livraison des colis? Madame Oui, Neveu. clairement, effectivement, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les collectivités territoriales et on signe des conventions avec elles pour travailler le flux de marchandises en ville. Comment finalement arriver à poser des politiques de transport de marchandises, puisqu'on a beaucoup travaillé le déplacement des citoyens, mais le transport des marchandises est moins documenté. Donc nous, c'est notre enjeu de travailler sur cette congestion urbaine, c'est trouver les bonnes solutions en mutualisant, en trouvant finalement la meilleure manière d'accéder au centre-ville avec de la cyclo-logistique ou autre. Donc c'est vrai que les livreurs qui ont basculé sur un vélo cargo ne voudraient jamais revenir en arrière parce qu'ils ont une qualité de travail finalement qui est meilleure pour eux. Ils ne se font plus disputer parce qu'ils se sont garés sur les pistes cyclables pour aller livrer. Donc du coup, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, donc pour les habitants, mais aussi pour les livreurs. Et donc là, c'est l'enjeu d'essayer de trouver les bonnes solutions
pour chaque ville, en fait, en fonction de l'organisation de la ville, et travailler en convention. Donc c'est ce qu'on fait avec les collectivités territoriales en signant des conventions, la Poste et la collectivité territoriale. On en a 8 ou 9 signés aujourd'hui. C'est pas simple, parce que c'est la panique en 3 ans, faire 45 ZFE. Chaque ville, on a la responsabilité par la loi. Chaque ville a signé des dérogations et les multiplie pour un peu vider les ZFE de leur sens pour éviter de nouveaux gilets jaunes. Ça a l'air quasiment impossible. Alors c'est très compliqué pour nous, tout simplement aussi, puisqu'on a, je vous l'ai dit, on a des investissements. Notre difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à se faire livrer les véhicules électriques qu'on a commandés, à se faire livrer aussi les vélos cargo. Donc c'est franchement pas simple. Voilà. C'est ce que disaient vos collègues ce matin. Mesdames, Messieurs, y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur, le micro devrait arriver. Il arrive, il court même. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette étude. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Pépino Ching de Maison Chanel. Je vois ici sur cette diapositive, vous avez des conseils et des leviers de progrès pour les emballages. Je veux savoir, est-ce qu'à travers de vos études, vous avez d'autres conseils à donner particulièrement pour les commerçants, parce que si nous sommes commerçants, nous ne pouvons pas agir directement, hein. On est basé sur les transporteurs et nos partenaires. Donc quels sont les conseils que vous pouvez donner aux commerçants, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Marc. Alors, effectivement, ici, sur cette diapo, j'ai essayé de synthétiser 3 axes de progrès principaux, donc non seulement parce qu'ils sont significatifs, mais aussi parce qu'il nous semble qu'ils sont insuffisamment soulignés parfois. Et donc, donc c'est un peu une synthèse rapide. Dans l'étude, le rapport qui va sans doute avoisiner les 200 pages, on aura cherché en revanche à être plus exhaustif dans les leviers qui, comme je l'ai dit, concernent parfois les consommateurs, parfois les commerçants, parfois les politiques publiques et parfois l'ensemble. Par exemple, les emballages, il y a un projet de règlement européen qui viserait à ce que, je crois, 1 an après son application, le taux de vide dans les emballages ne dépasse pas 40%. Donc, ce qui veut dire qu'on doit être sans doute à l'heure actuelle au-dessus de 50%, et que voilà, il faut de la réglementation pour que tous les acteurs se mobilisent sur ce levier. Voilà, donc c'est très riche. Il y a des idées qui sont formulées dans le rapport, mais qui demandent aussi à être mises en œuvre, et donc on ne sait pas forcément, on n'a pas défini dans le détail comment on allait s'y prendre. Mais voilà, on a essayé de présenter un panorama, et donc encore une fois, voilà, dans le rapport, on sera beaucoup plus complet sur toutes les mesures pour actionner ces leviers. Question emballage pour vous deux, mesdames. Hier, j'ai animé un débat sur l'éco-conception des emballages, et ce qui était présenté, c'était la solution de la consigne, un emballage un peu solide qui ensuite se replie et on le renvoie par la poste. Ou directement chez le fabricant, ou peut-être pour la Fnac d'artistes, une solution où ce sera la marge du trait de toute façon, ce sera minoritaire. Nous, notre idée, c'est d'appuyer sur tous les leviers possibles. Donc, je ne peux pas vous prédire ce que sera la part d'emballage réutilisable dans le trafic qu'on nous confie. Mais aujourd'hui, notre enjeu, c'est de déployer, de démocratiser cette solution qui existe. On l'a testé sur nos machines de tri, ça fonctionne très bien. On a construit avec les fabricants d'emballages réutilisables une offre pour leur permettre de récupérer les emballages et du coup les nettoyer et les remettre sur le circuit. Donc nous, notre enjeu, c'est d'accompagner ce secteur dans son développement, parce que ça fait partie d'une des solutions. Ça ne sera sûrement pas la seule, mais ça fait partie des solutions qu'on peut développer. Ce sont des emballages en plastique ou en tissu. Certains sont gonflables pour les matières à risque, mais leur étude a montré que tout dépend de la bonne volonté du consommateur. Oui, et alors, voilà. on retravaillera avec justement la start-up qui a fait son truc gonflable, parce qu'on a des petits soucis industriels. Donc Inflate, c'est ça? Ouais. Voilà, puis il y a Corplex, en fait, c'était le truc. Il se regonfle tout seul, c'est un peu embêtant. Ah, il se regonfle tout seul. Ah oui, c'est embêtant, en effet. Bon, en tout cas, on en revient toujours à la même chose, c'est la bonne volonté de nous tous un peu schizophrènes, consommateurs, voilà. Merci à tous d'avoir été là. Si vous voulez en savoir plus sur les énergies alternatives, ce sera tout au bout, j'y retourne à 12h30, je crois, ou 45, je ne sais plus, c'est encore avec moi. Bon appétit sinon. Merci.